Ancrage en hypnose, comment ça fonctionne? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et comme vous le voyez, là, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'une personne avec d'immenses connaissances, mais je vais le laisser se présenter dans quelques instants. Juste avant cela, je vous précise que ici, on va donc parler de neurosciences et plus précisément d'ancrage. Alors que ce soit des ancrages en hypnose ou que ce soit des ancrages en PNL, on va développer tout ça. Donc, c'est une vidéo qui est plus particulièrement destinée à des praticiens en hypnose, en sophrologie aussi, en PNL, en EFT, etc. Je vous précise également que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et vous savez que c'est quelque chose de tout à fait régulier. Alors, ancrage en hypnose, comment ça fonctionne? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis accompagné du docteur Philippe Pincallet. Philippe, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'être avec moi, avec nous là pour cette vidéo, c'est très sympathique. Alors, bien écoute, on va commencer par le traditionnel, si je peux dire. Eh bien, je te laisse te présenter. Oui, je suis le docteur Philippe Pincallet, donc je suis neurochirurgien à Paris depuis plus de 20 ans. Je suis également docteur en neurosciences, hypnothérapeute et formateur en hypnose, PNL et neurosciences appliquées également. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la relation entre le corps et l'esprit avec différents protocoles que j'applique régulièrement en clinique et dans des domaines de recherche également, à la fois théorique et pratique, sur la psychosomatique, la gestion des émotions essentiellement, et un travail de plus en plus appuyé sur la respiration dans tous ces fondements, à la fois théoriques et donc pratiques, sur la santé, la psychologie de façon générale. Alors, très intéressant tout ça. Vous voyez là, je suis avec vraiment le professionnel, neurochirurgien, docteur en neurosciences. C'est pas n'importe qui, hein, voilà. Et donc Philippe, encore une fois, merci. Et la première question que j'aimerais te poser, puisqu'on parle d'ancrage technique bien connu, très très souvent étant mieux appliqué de la part des thérapeutes, hypnose, sophro, etc. Donc la question très basique, c'est la première en tout cas, à quoi ça sert un ancrage? Alors, ça sert à déclencher, en fait, c'est une amorce sensorielle qu'on va instaurer comme un peu comme à l'image d'un programme informatique, en fait, hein, une ligne de code qu'on va associer délibérément à une ressource qu'on aura travaillé éventuellement en thérapie ou avec laquelle le patient viendra en consultation spontanément. Un souvenir agréable, une sensation corporelle agréable, voire les deux, un souvenir ou voilà, une ressource, quelle qu'elle soit. Et on va associer cette ressource à une amorce, donc on appelle l'ancrage sensoriel. Donc il y a essentiellement deux types d'ancrage. Il y a les ancrages donc auditifs, hein, sous forme d'un mot, qui souvent va être un déclencheur donc, de cet état de ressource, qui souvent est en lien avec cette ressource, donc détente, sérénité, confort, etc. Et puis accrocher à la ressource. Alors comment est-ce qu'on accroche, comment est-ce qu'on ancre finalement une ressource sur le plan sensoriel? Là, par exemple, un mot, eh ben, on va suggérer, le terme de suggestion, donc que ce soit en hypnose conversationnelle, en PNL ou avec l'état modifié de conscience, par exemple, de l'hypnose, mais on n'est pas obligé d'utiliser forcément l'état modifié de conscience, hein, c'est juste l'association délibérée, hein, qu'on fait entre ces deux éléments, entre ce mot et cette ressource qu'on répète souvent plusieurs fois, et on associe donc les deux. Du point de vue technique, les ancrages, donc, faut les laisser à peu près une minute, hein, pour qu'il y ait vraiment une association d'abord Alors, consciente. on va revenir, hein, pardon, je te coupe. On va revenir sur ce qui constitue l'efficacité des ancrages. D'ailleurs, je vous conseille de prendre des notes parce que ça va être une partie très intéressante, mais on va la garder pour la fin. Excuse-moi, je te coupe. Et j'ai une autre question qui me vient en tête. Comme tu es neuroscientifique, est-ce que tu peux nous expliquer
ce qui est un ancrage, mais là plutôt d'un point de vue neuroscientifique. Une sous-question, ça serait, je sais que c'est pas évident d'y répondre en quelques secondes seulement, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, globalement, au niveau du cerveau des émotions, il y a une structure très, très importante qui s'allume ou qui s'éteint en fonction de notre émotion. Ça s'appelle l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, c'est le centre de la peur, schématiquement, de l'agressivité aussi, mais également de la peur, qui, en fonction de son état, si elle est vraiment active, eh ben, on va ressentir la peur. Donc, tout ce qui est phobie, enfin, on voit très bien les stress, etc. Et quand elle est calmée, éteinte, ou contrôlée en tout cas, on va ressentir donc une sérénité beaucoup plus importante parce que ben, on va avoir tout un tas d'endorphines, de dopamine, enfin des neuromédiateurs qui vont être aussi de l'autre côté plutôt positifs avec un état d'esprit positif. Donc cette amygdale a dans son schéma, dans ses connexions, il y en a vraiment beaucoup, mais particulièrement pour les ancrages, une super structure sensitive qui s'appelle le thalamus, qui reçoit tous les cinq sens en fait, hein, le VACOG, donc la vision, l'audition, le kinesthésique, donc le toucher, l'olfaction, les odeurs donc, et le goût. Et donc, ça forme comme un entonnoir qui va se finir sur l'amygdale et va être modulé en fonction de ce qui arrive. Donc, le fait d'associer délibérément l'ancrage à, par exemple, un mot, donc détente, par exemple, à une situation, ben, ça va passer par le thalamus et cette ligne de code informatique va aller être enregistrée au sein du disque dur, on va dire, pour continuer la métaphore informatique, au niveau du disque dur de l'amygdale, pour dire, ben voilà, à partir du moment où tu prononceras, ou tu penseras le terme sérénité, tu te retrouveras dans ce lieu très agréable, très détendu, tu parleras avec confiance en public, etc., etc. Donc, c'est par ce biais-là que s'engramme le message qu'on veut faire passer au cerveau des émotions, le plus puissant, vraiment le noyau, le cœur du système limbique, du cerveau limbique, du cerveau des émotions, qui est l'amygdale. Une particularité anatomique, c'est que l'olfaction, donc les bulbes olfactifs, qui sont situés à la partie haute des fosses nasales, ne passent pas par le thalamus. Je t'arrête, Et on va y revenir dans quelques instants. Je laisse un tout petit peu de suspense. Et alors, je voulais juste, parce qu'il y a quelque chose. Alors, deux choses. Tout est très intéressant. La première, il faut bien comprendre, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, enfin forcément, bien comprendre et retenir que les ancrages, c'est extrêmement puissant. Et ça, c'est pas simplement une petite technique comme ça. Un matin, quelqu'un s'est levé et a dit, tiens, je vais inventer le terme ancrage. On va associer un geste à un état, à une ressource, etc. Non, on vient de bien le comprendre là, de par tes explications, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Les ancrages positifs, les négatifs aussi, mais bon, nous, en thérapie, on vise quand même plutôt les ancrages positifs. Et tu as utilisé un terme là aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est le terme engrammé, qui est quelque part laisser une empreinte neurologique. Est-ce qu'on peut dire que ancré, c'est synonyme de engrammé? oui, alors c'est un problème de terminologie, mais c'est de définition, mais oui, c'est quand même ça qui se passe. C'est qu'on va engrammer de la même manière que les mémoires traumatiques. Ça peut être un petit stress, ça peut être quelque chose de très très puissant, enfin malheureusement quelque chose de grave, on va dire, et d'ancien. Mais là, on va donner une information au plus profond du cerveau des émotions, qui est l'amygdale, et c'est avec ces mémoires souvent difficiles d'accès à la conscience, hein, ce qu'on appelle les mémoires implicites, et qui est ce message conscient. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant, parce qu'on va s'adresser au cœur du cerveau des émotions. Oui, donc oui, c'est une engramme de quelque chose de positif que le thérapeute met délibérément auprès de dans son patient, enfin, de son patient, de son client. Et on peut se faire des auto-ancrages également, hein. On peut se le faire soi-même. Oui, d'accord. Bon, J'avais parlé tout à l'heure d'un mot qui passait par le verbal qui passait par le thalamus puis l'amygdale. Bien sûr, il y a les ancrages gestuels, kinesthésiques, hein. Il y a deux types d'ancrage. Voilà, on pourra en discuter plus en détail. ok, on va y revenir. Ouais. Est-ce qu'on peut
comparer l'ancrage à d'autres formes d'apprentissage associatif. Alors, je pense notamment à la Madeleine de Proust, je pense, pardon pour la comparaison, hein, mais à Pavlov et son chien. Est-ce qu'il y a une comparaison à Oui, tout à établir? fait. Ce sont des conditionnements. Et on va associer, ben, c'est ce qui s'est passé. Alors, on peut avoir, je dirais, des ancrages sauvages, enfin, sans non délibérés, euh, typiquement la Madeleine de Proust. Il s'est aperçu qu'il y avait l'association entre le goût de la Madeleine et puis cette situation, les après-midi dans un salon très cosy, etc. Donc, ça a été développé de manière poétique et romantique, enfin littéraire. Et puis, faire une association délibérée entre la salivation du chien et puis la vision de la nourriture et le son, en l'occurrence, d'une cloche, quoi. C'est exactement la même chose. Donc, il y a une amorce, qu'elle soit sensorielle ou auditive, donc un geste ou un mot, ou olfactive éventuellement, Mhm. associé à une ressource. D'accord. Ouais, ouais. C'est pas rien les ancrages, hein. Moi, comme je dis souvent en formation, vous ne devriez pas vous passer d'ancrage. Alors, pour autant, j'ai vu des thérapeutes qui, à l'extrême, posaient, j'exagère, hein, 50 ancrages par consultant. J'exagère, évidemment, c'est pas 50, mais moi, en général, c'est un seul ancrage, mais c'est la qualité et pas la quantité. Je priorise la qualité et pas la quantité. Alors, en parlant de qualité, et là, j'établis un lien avec le VACOG, le visuel, olfactif, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc, le VACOG, on a bien compris, c'était lié au canaux sensoriel. Et donc, s'agissant des ancrages, est-ce qu'il y a un canal sensoriel, tu as partiellement répondu tout à l'heure, qui fonctionne très, très bien pour les Oui, qui est ancrages? très. Alors, ils fonctionnent tous bien, mais il y en a un qui est particulier, en ce sens que du point de vue anatomique et physiologique, il ne passe pas par le thalamus, donc il va directement à l'amygdale, c'est l'ancrage olfactif. Et on sait que les odeurs, et c'est en ça que les parfums et voilà, peuvent nous amener des fois, ou certaines odeurs qu'on a pu rencontrer avec des ancrages qui sont naturellement installés chez nous, très très loin dans notre mémoire, dans notre biographie, au-delà même de ce qu'on pourrait se rappeler en termes de mémoire explicite, de mémoire consciente, qu'on peut expliciter verbalement, mais on sait que ça nous ramène très très loin. Et ça fait la puissance de l'ancrage olfactif. Donc, il est possible de le refaire avec des huiles essentielles. Enfin, je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, effectivement, la nature du déclencheur, de l'amorce, est intéressante à travailler, bien Ouais, sûr. j'explique souvent, je donne souvent cet exemple que moi ça m'est arrivé, hein. On sent une odeur particulière bien entendu, on ressent une émotion, agréable ou désagréable, peu importe, et on n'est pas capable de conscientiser, si je peux dire, à quoi cette odeur est liée. Mais on est capable de définir l'émotion. C'est joyeux, c'est pas joyeux, on a peur, c'est super bien, c'est une émotion plutôt de l'ordre de la tendresse ou autre. Et moi, j'ai vécu ça et j'ai pu réassocier le souvenir à cette odeur, mais peut-être 2 ou 3 semaines après. Ouais. Et alors, il se trouve que je sentais, c'était un parfum, je le sentais très souvent. Et ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc, si vous utilisez, et on vous conseille de le faire, les ancrages, euh, pensez aux ancrages olfactifs. Alors, Philippe le sait bien, on en a souvent parlé. Moi, j'utilise beaucoup, enfin, 2 huiles essentielles en particulier. La lavande, parce que personnellement, j'aime beaucoup la lavande, et l'orange douce. Et je laisse au consultant le choix entre la lavande ou l'orange douce. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que j'ai quand même tendance, c'est un choix illusoire, quoi. Est-ce que vous préférez l'orange ou l'orange douce ou la lavande? Et voilà, bon, je ne sais pas exactement lequel des deux est préféré par l'ensemble des consultants. Je n'ai pas fait de stats, mais bon, voilà. Est-ce que, ça c'est une partie qui m'intéresse également, comme toute la vidéo, toute la discussion d'ailleurs, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous partager quelques conseils pour des ancrages méga efficaces? Oui. Donc, comme tu l'as très bien Prenez dit, des notes, hein, prenez des notes. c'est pas ce qu'on va, enfin, c'est ce qu'on va ancrer qui compte. C'est pas l'amorce. L'amorce est puissante parce que si on n'a pas l'amorce, ben, on n'a pas accès finalement à cette ressource. Et au moment où on veut y accéder, parce que c'est ça l'intérêt de l'ancrage, c'est d'aller chercher notre ressource de confort, d'être à l'aise en public, enfin, bref, ce qu'on a travaillé, au moment où on a envie de le déclencher. Hein, c'est Mhm. appuyer vraiment, véritablement, c'est un interrupteur sur lequel vous allez appuyer
pour ouvrir cette boîte qui va être une bouffée d'oxygène pour vous émotionnelle souvent. Tu parlais donc de la Madeleine de Proust, par exemple. C'est pas la Madeleine elle-même. La Madeleine n'est que l'encre. C'est la situation des après-midi dans un environnement cosy, etc. C'est toutes les émotions que ça ramenait. L'ancrage de la Madeleine était, je dirais, presque un prétexte. C'est pareil pour le terme sérénité, que vous associez par exemple à un lieu de sérénité. Une safe place, c'est un souvenir agréable. C'est ce souvenir agréable qui va être intéressant, ou ce que vous aurez travaillé sur la confiance en vous pour parler en public, par exemple. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, des ancrages, on avait parlé d'un terme, d'un mot. Bien sûr, vous pouvez ancrer n'importe quel mot qui va servir comme une serrure. Vélo, table, chaise, bien sûr, bon, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pour vous montrer. Mais sérénité, confiance, etc., c'est bien plus intuitif et ça donne déjà le ton. L'association, donc, au moment de la pose d'encre, l'association avec la ressource qu'on a travaillée. Et si c'est un mot, on dit qu'à peu près, il faut 45 secondes, 1 minute à peu près. Donc, il faut le répéter en général plusieurs fois. Avec le consultant, ça peut être à partir du moment où vous penserez le terme sérénité. Donc là, c'est toujours intéressant de faire un peu de saupoudrage, c'est-à-dire un tout petit blanc avant, un petit blanc après, bien le prononcer, détaché. Tu seras immédiatement dans la pleine possession de tes moyens, etc. Enfin bref, ce que vous avez travaillé en séance. Une deuxième fois, souvent une troisième fois, pour vraiment bien insister là-dessus. Et voilà, on dit que voilà, vous pouvez après, par exemple, au moment de la réassociation, si vous avez fait une séance d'hypnose, mais si c'est une séance en PNL ou en conversationnel, vous pouvez le replacer un peu avant la fin de la séance, par exemple. Donc, pas hésiter à le faire plusieurs fois. On dit que la pratique c'est plutôt assez logique du point de vue scientifique, que les ancrages, donc gestuels, cette fois kinesthésiques, donc doivent être posés un peu plus longtemps, 2 minutes, c'est bien à peu près. Voilà. Donc pour ce qui est donc les mots, on en a parlé. Pour ce qui est du geste, il faut que ce soit un geste spécifique. Encore une fois, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne fait pas de manière impromptue. Par exemple, si votre ancrage, si votre geste, c'est c'est le contact entre, que ce soit la main droite ou la main gauche, peu importe, mais entre l'index et le majeur, votre ancre, elle va être déchargée tout de suite, en fait, parce que vous mettez la main comme ça, spontanément. Voilà. Il faut que ce soit quand même un geste spécifique. Donc, ça peut être un geste de pincer la première commissure voilà, il y a ça, il y a ça, il y a au niveau du lobe de l'oreille, etc. Bon. Ouais, des choses qu'on n'a pas l'habitude de Des faire choses qu'on n'a pas l'habitude de tous les faire, mais jours. pas des choses trop compliquées non plus, parce que Ouais. si vous voulez le déclencher socialement, ça peut être au vu de tout le monde, il faut que ce soit quand même quelque chose qui passe sous le radar de la conscience des autres, en fait. Hein. Mhm. Donc, le conseil, c'est aussi de le faire plutôt d'une seule main, par exemple ça, par exemple ça. Voilà, des gestes relativement simples mais quand même un peu spécifiques que vous puissiez faire avec les mains dans le dos ou les mains une main dans une poche, par exemple. Voilà. Mhm. Si, par exemple, vous êtes en conférence ou dans un conseil d'administration ou dans un entretien d'embauche. Donc ça, c'est important que techniquement, ce soit bien. C'est des trucs et astuces, mais qui font vraiment la différence avec quelque chose qui serait techniquement fait un peu bâclé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et encore une fois, le geste doit vraiment être spécifique, même y compris la force de serrage. Alors bon, c'est pas au millimètre près non plus, mais si vous faites par exemple, vous voyez la commissure ici et que je mets l'index au-dessus, le pouce en dessous, ça, c'est pas ça. Mhm. Donc, il faut quand même être relativement précis. Et quelque chose, là, pour le coup, qui n'est pas non plus un détail, c'est celui qui pose l'encre qui peut la déclencher. C'est-à-dire que si vous posez l'encre chez un patient pendant la séance, ce sera forcément qu'une encre à usage unique, si je puis dire. Usage unique de la séance. Ce qu'on peut faire, on peut très bien faire un travail d'ancrage juste pour la séance. Mais bien sûr, il ne pourra malheureusement pas l'utiliser après, parce que ce n'est pas lui qui l'a posé, c'est vous. Donc, pour qu'il puisse l'utiliser, il faut que vous puissiez le guider. Dans le kinesthésique, par exemple, il faut que ce soit lui qui fasse le geste, quitte à ce que vous lui montriez. Hein, les neurones miroirs font le boulot pour intégrer tout ça. Et voilà, donc ce sont
quand techniquement c'est fait proprement, ben, c'est efficace et comme tu disais, bien sûr, ne pas multiplier les encres, ça n'a aucun sens. Ce n'est que de nature à générer de la confusion au niveau de l'inconscient. C'est pas comme un programme informatique, hein, même si j'ai un peu parlé de ça et de le comparer. Le cerveau est quand même moins, je dirais, moins rigoureux, quand même, surtout quand on parle de choses émotionnelles. C'est moins cartésien. Donc, une bonne encre suffit largement. Plein d'encre va aboutir que à de la confusion et quand on fait un peu tout, en général, on fait un peu rien. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis, ça me fait un petit peu penser au signaling. On a deux types de signaling, l'utilisationnel et le formalisé. Moi, là, comment je pose une encre, c'est plutôt, je préviens mon consultant avant que pendant la séance, je vais poser un ancrage. Je lui explique en 2 mots. En fait, je fais du formalisé et de l'utilisationnel et je rappelle tout pendant la séance parce que je pense que, c'est mieux de faire, qui peut le plus, peut le moins en fait, voilà, je fais les 2 pas en même temps. Il est prévenu avant l'induction, donc avant l'état modifié de la mise en transe, en état modifié de conscience, et également pendant où c'est un rappel. Et puis aussi après où c'est un rappel des idées fortes, un rappel de l'ancrage, une espèce d'éducation thérapeutique sur la thématique suivante, comment activer votre ancrage, pourquoi, quand, comment, etc. Enfin, voilà, c'est beaucoup de l'éducation thérapeutique. Je fais une mini formation ancrage pour mes consultants pour que ceux-ci soient les plus efficaces possibles, parce que c'est quand même l'intérêt, hein, objectif résultat, objectif efficacité. Bah, merci Philippe pour toutes ces précisions, c'est passionnant, et puis on Merci comprend David. bien le lien avec le cerveau, on comprend que les ancrages sont extrêmement forts, que c'est très puissant et qu'il ne faut pas se priver de les utiliser, donc c'est vraiment une technique à part entière et ça dépasse vraiment les trucs et astuces, hein. Ce que tu nous as partagé, c'est vraiment de la technique, donc c'est top et merci. Ouais. Et je voulais juste préciser que Philippe a réalisé une formation en ligne que je vous recommande vivement, vivement. Elle est magnifique, cette formation. J'ai eu la chance de la suivre en direct puisque j'étais là pendant le tournage. C'est une formation de coach en neurosciences. Les neurosciences prennent tout leur sens dans les thématiques de la thérapie, que ce soit de l'EFT, de l'hypnose, de la sophrologie, de la PNL, de l'EMDR ou autre. Le programme de cette formation figure sous cette vidéo. Je vous incite vivement à y jeter un œil. Elle est destinée aux thérapeutes, hypnosophro-praticiens EFT, EMDR, etc., à énormément, énormément de monde, aux relaxologues et j'en passe. Ce sont des dizaines d'heures de contenu réalisé par Philippe, hein, donc neurochirurgien, docteur en neurosciences. C'est vraiment passionnant. Il y a du pratico-pratique. On a réalisé ensemble un module sur les études de cas, ce qu'on appelle des cas cliniques. On partage des expériences, on vous donne des protocoles. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les différentes étapes sur les phobies, les stress post-traumatiques, le deuil, enfin bref. Il y a énormément de choses, donc je vous incite vivement à jeter un œil sur le programme de cette formation. C'est sous cette vidéo. Profitez-en, je vous garantis qu'en francophonie, vous trouverez aucune autre formation de cette qualité avec un tel rapport contenu, qualité-prix. Et encore une fois, pour tout ça, Philippe, un grand, grand, grand merci. Merci à Et puis, toi. merci pour ces partages, hein, c'est toujours passionnant. J'aurai grand plaisir à te retrouver ici ou là. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci pour votre attention. Merci Philippe. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt.